Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme Si. Alors je sais, il n'y a pas eu d'épisode depuis déjà un certain temps. Pourquoi, me direz-vous? J'ai pas d'excuses. Enfin, en tout cas, voici un nouvel épisode dans lequel nous allons explorer une des facettes encore de ce que nous décrivions la dernière fois au travers d'un effet un petit peu particulier, pas très connu, du monde de la psychologie qui s'appelle l'effet Greenspoon. Ça pourrait paraître une pure histoire de thérapeute, et pourtant, donc Greenspoon, Joel Greenspoon, était un psychologue américain, un chercheur en psychologie. Oui, c'était pas une petite cuillère verte, qui a travaillé dans les années 50 sur l'influence des théories psychologiques sur les réponses qu'allait donner le patient. Dans un article de 1955 dans l'American Journal of Psychology. American Journal of Psychology. En effet, on le sait bien, à un moment donné, les psychothérapies avaient pour objet, pour but, d'essayer d'être le plus neutre possible, d'éliminer quasiment toute l'influence du thérapeute pour laisser le patient travailler. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, le discours des psys est devenu un petit peu caricatural, et c'est d'ailleurs encore l'idée qu'on en a, c'est-à-dire que vous allez voir un psy, vous parlez, et lui il s'assoit en face et il fait Greenspoon est allé jusqu'à se demander si on pouvait être complètement neutre, si même simplement le fait de faire un petit murmure approbateur comme pouvait avoir un effet. Il a donc réalisé l'expérience suivante. Donc pour les besoins de l'expérience, on ne va pas dire le patient et le thérapeute, on va dire le sujet et l'opérateur. Donc supposons un sujet et un opérateur qui sont l'un derrière l'autre en regardant dans la même direction. Oui, donc il y en a un comme ça et un comme ça. Oui, donc il y en a un comme ça. Donc l'opérateur voit le dos du sujet, le sujet regarde devant lui. On demande au sujet de dire des mots les uns à la suite des autres, tous ceux qui veulent, des adjectifs, des verbes, des noms, à tous les temps, à tous les modes. Et ce pendant 50 minutes. C'est long. On demande à l'opérateur, à l'insu du sujet, de faire un murmure approbateur, à chaque fois que le sujet va prononcer des mots au pluriel. À la fin de l'expérience, on va demander au sujet, mais enfin, est-ce que vous avez compris quelle était la consigne de l'opérateur? Est-ce que vous avez compris en fonction de quoi il faisait un murmure approbateur? La plupart des sujets n'ont pas vraiment compris et ils pensent que l'opérateur faisait des murmures approbateurs un petit peu au hasard. Et pourtant, plus le temps passe, plus le temps avance dans l'expérience et plus le sujet dit de plus en plus de mots au pluriel. Un des aspects moins connus mais tout aussi intéressants, c'est qu'au bout d'un moment, la théorie finit par avoir des effets sur l'opérateur lui-même, qui se trompe de moins en moins souvent, qui repère de mieux en mieux les mots au pluriel. Alors évidemment, on peut interpréter l'effet Greenspoon de différentes façons. Évidemment, on pourrait dire que les psychothérapeutes, les psys en général, seraient bien avisés de ne pas avoir trop de théories définitives et explicatives sur les patients, surtout si ce sont des théories qui risqueraient de les figer. Plus on va penser qu'un patient est figé, ne peut pas changer, ne peut pas bouger, et plus c'est ce qui va se passer. Mais c'est valable dans la vie quotidienne, c'est valable pour tout le monde. Plus on a des idées arrêtées sur quelque chose, et plus cela finit par se produire. Plus on regarde les choses d'une certaine façon, plus on attend des autres quelque chose, plus on approuve quelque chose ou on réprouve autre chose. Oui, parce qu'il faut préciser qu'une autre expérience montre que l'effet réprobateur existe. Si on fait un murmure désapprobateur au moment des mots au pluriel, le sujet en dit de moins en moins. Bref, plus on met en avant un aspect du discours, un aspect de la personnalité, un aspect de l'échange, et plus il a de chances de se reproduire. Surtout si le sujet attend quelque chose. C'est-à-dire que nous percevons très bien ce à quoi notre interlocuteur tend l'oreille. Se demander comment éviter l'influence ou la manipulation n'a aucun sens à partir du moment où on est en relation. Les théories qu'on a sur les gens, les choses que l'on pense, même si elles sont aussi minimalistes que possible, regardez le minimalisme de cette théorie qui est « les mots au pluriel doivent être approuvés ». Donc je vous laisse imaginer ce qui se passe quand on a des théories plus complexes, plus poussées sur les autres. Plus on a de théories sur eux, et même si on les exprime de façon très minimaliste, et plus elles ont une influence sur la façon dont les gens se perçoivent, mais aussi se comportent. Et c'est pour ça que je serai relativement bref dans cet épisode, par peur de vous influencer. En tout cas, pour les psychothérapeutes, ça a au moins une conséquence, c'est que l'on devrait juger de l'efficacité des psychothérapies, non pas en fonction de si elles disent ou non la vérité sur les gens, mais bien d'un point de vue constructionniste, à l'aune de leur efficacité à produire les effets qu'on en attend. L'autre moralité de cette histoire, c'est que
quelles que soient nos idées, aussi minimalistes soient-elles, quelles que soient nos interventions et notre communication, aussi minimaliste soit-elle, on est toujours influent. La neutralité est une illusion. En vérité, dès qu'on entre en relation, on ne peut pas ne pas influencer. Et finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'au lieu de subir l'influence, ou au lieu, au contraire, d'essayer de l'éviter absolument, ce qui est impossible, on pourrait peut-être tout simplement l'utiliser. Puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, on est toujours influents les uns sur les autres. C'est toujours un peu comme si